Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Chaque maison détruite que j'examine contient la même pièce intacte. Je suis expert en dommages structurels depuis bientôt 10 ans. Le travail est exactement ce que vous imaginez. Un bâtiment est détruit, incendie, inondation, explosion de gaz, effondrement structurel, peu importe, et une fois que les secours ont terminé, que la zone est sécurisée, et que tous ceux qui avaient des émotions à propos du bâtiment sont rentrés chez eux pour aller voir ailleurs, j'entre. Je parcours la structure et je documente ce qui tient encore debout et ce qui ne tient plus. Je rédige un rapport qui indique au comté, à l'entrepreneur ou à l'assurance si le bâtiment peut être sauvé ou doit être rasé. J'entre seul, je sors seul, j'écris le rapport et je passe au suivant. 10 ans comme ça, des dizaines de bâtiments détruits. Ça ne vous atteint pas comme les gens l'imaginent. C'est même l'inverse. Au bout d'un moment, un bâtiment détruit n'est plus qu'un bâtiment détruit. Vous cessez de voir ce qu'il était autrefois, et vous commencez à voir des murs porteurs et le chemin de moindre résistance à travers quelque chose qui essaie de s'effondrer. Je vous raconte tout ça parce que j'ai besoin que quelqu'un d'autre sache. La première maison, c'était en février. Une fuite de gaz avait soufflé la cuisine et la majeure partie du rez-de-chaussée, laissant l'étage supérieur presque intact, à part les traces de fumée au plafond et toutes les fenêtres soufflées. J'ai vu ça 100 fois. L'explosion suit le chemin de moindre résistance, et tout ce qui est au-dessus reste là, suspendu, structurellement solide et complètement exposé. J'ai documenté le rez-de-chaussée, noté le mur porteur compromis côté nord, puis je suis monté vérifier l'intégrité structurelle du premier étage. 3 chambres. 2 étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Dégâts de fumée, plaques de plâtre fissurées là où le plafond avait bougé, meubles projetés par la pression du souffle. La 3e chambre, au bout du couloir, était intacte. Un lit fait avec une couette vert foncé tirée au cordeau. Une table de nuit avec un verre d'eau et un cendrier. Un paquet de cigarettes à côté d'un briquet. Je l'ai noté dans mon rapport. Pièce structurellement saine, effet personnel intact, recommander une évaluation du contenu avant démolition. J'ai pris des photos et je suis passé à autre chose. Je n'y ai plus pensé. En tout cas, pas avant la 2e maison. La 2e maison, c'était en mars. Un incendie électrique à l'est du comté, dans un vieux quartier. Le feu avait commencé dans les murs et avait ravagé la structure de l'intérieur avant que quiconque ne sente la fumée. Quand les pompiers sont arrivés, il ne restait presque rien du rez-de-chaussée ni de l'aile est. L'aile ouest, elle, tenait encore. Donc, j'ai parcouru l'aile ouest, pièce par pièce. J'ai documenté la pénétration de fumée, les dégâts de chaleur sur les solives du plafond, et les zones où le plancher était mou, là où le sous-plancher avait été compromis, quoi. Au bout du couloir, il y avait une chambre. J'ai ouvert la porte. Un lit fait, avec une couette vert foncé tirée au cordeau. Une table de nuit avec un verre d'eau et un cendrier. Un paquet de cigarettes à côté d'un briquet. Je suis resté dans l'embrasure un moment. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé les photos de la maison de février. Même couette, même cendrier, même disposition sur la table de nuit. Croyez-moi, j'ai fait ce que n'importe qui ferait. J'ai essayé de me raisonner. Les couettes vert foncé sont courantes, les briquets bon marché aussi. Beaucoup de fumeurs gardent leurs cigarettes sur leur table de nuit. C'était une coïncidence. C'était un vieux quartier. Les gens avaient des goûts similaires. Il n'y avait rien d'étrange. C'est ce que je me disais. J'ai donc rédigé le rapport et je suis passé à autre chose, comme tout le monde ferait.
La troisième maison, c'était en avril. Dégâts d'inondation causés par une conduite principale éclatée. En centre-ville, dans un de ces immeubles étroits de 3 étages, autrefois commerciaux au rez-de-chaussée et résidentiels au-dessus. Le rez-de-chaussée était ravagé. Les premiers et deuxième étages avaient subi de lourds dégâts d'eau. Les planchers étaient gondolés, chaque plaque de plâtre était compromise, et les moisissures étaient déjà visibles dans les coins. Le troisième étage, au bout du couloir, avait une chambre. J'ai ouvert la porte et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. La même putain de pièce. Mais cette fois, le lit n'était pas aussi bien fait. La couette, verte, était tirée. Mais l'oreiller avait une légère dépression. Comme si quelqu'un s'était allongé là, s'était levé et avait refait le lit rapidement sans lisser complètement. Et dans le cendrier, il y avait une cigarette. À moitié fumée, la cendre intacte, comme si elle avait été posée là et laissée. J'ai pris des photos pendant longtemps. J'ai mesuré la pièce, j'ai comparé le motif du papier peint avec mes photos des 2 maisons précédentes. La même zone décolorée près de la fenêtre. La même jonction où le papier se décollait légèrement. J'ai cherché le motif du papier peint en rentrant. Il avait été arrêté en 1987. Le fabricant n'existe même plus. J'ai rendu mon rapport. J'ai décidé de ne pas mentionner la pièce. Pour être franc, je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. La 4e maison, c'était en mai. J'ai failli ne pas entrer. Je suis resté assis dans mon camion 15 minutes avant de pouvoir ouvrir la portière. Incendie résidentiel en périphérie du comté, maison individuelle. J'ai fait le travail en bas. J'ai documenté, j'ai photographié, j'ai pris mes notes. Tout ce que je fais est automatique. Mais à l'étage, au bout du couloir, quand j'ai ouvert la porte, bien sûr, la même putain de pièce. Sauf le matelas. Je connais mon matelas. Je l'ai acheté il y a 4 ans, quand mon dos a commencé à me faire souffrir à cause d'un nerf pincé. C'était mon matelas. J'ai cherché toutes les explications rationnelles possibles. Je n'en ai trouvé aucune. J'ai photographié l'étiquette du matelas. En rentrant, j'ai vérifié la mienne. C'était le même modèle, la même date de fabrication. Je me suis servi un verre et je suis resté longtemps à ma table de cuisine. Puis, je me suis dit qu'il devait y avoir des milliers de matelas dans le comté et je suis allé me coucher. La 5e maison, c'était la semaine dernière. Je savais, avant même d'ouvrir la porte au bout du couloir. Je le savais depuis la 4e maison. Mais je l'ai ouverte quand même. Une partie de moi avait besoin de voir. La pièce était la mienne. Complètement. Le tableau de paysage que j'ai depuis la mort de ma mère, que je garde parce qu'elle me l'a offert et parce que je l'aime. La tache d'eau de javel sur le draus. Celle de cet été quand j'ai renversé du produit sans m'en rendre compte. Tout. Dans un bâtiment détruit à l'est de ma ville, dans une pièce qui sentait le trèfle. Le lit était occupé. Je ne voyais pas le visage, et la silhouette était de côté tournée vers le mur, la couette tirée. Mais je voyais la corpulence. Mes cheveux sur l'oreiller. Ma façon de dormir quand je suis épuisé. Un bras sous l'oreiller. Je suis resté longtemps dans l'embrasure. Puis j'ai refermé la porte très doucement. J'ai descendu le couloir, quitté le bâtiment, et je suis monté dans mon camion. Je suis rentré chez moi. Et je vous dis tout cela à ma table de cuisine. Il est 23 heures. Je suis monté dans ma chambre en rentrant, je suis resté dans l'embrasure, et j'ai regardé ma chambre longtemps. Le lit est fait. Mais je ne fais jamais mon lit. La table de nuit est vide.
Pas de câble de chargeur, pas de verre d'eau, pas de bazar. Le drap taché a disparu. Le tableau de ma mère a disparu. Le matelas est recouvert de draps que je ne reconnais pas, parfaitement tirés. Ma chambre ressemble à une pièce où personne ne vit. Elle ressemble à la première pièce que j'ai trouvée. Intacte. Comme si quelqu'un venait juste de sortir. Je ne sais pas où j'ai dormi. Je ne sais pas depuis combien de temps je ne suis plus là. Je vais appeler un ami demain. On doit boire une bière samedi. J'ai juste besoin que quelqu'un me dise que j'ai l'air d'être moi. Cette histoire repose sur une idée très inquiétante. Un homme découvre progressivement qu'il n'est peut-être plus la personne qu'il croit être. Au début, tout semble être une simple coïncidence. Dans plusieurs maisons détruites par des incendies, des explosions ou des inondations, il trouve toujours la même chambre intacte. Le même lit, la même couette verte, le même cendrier et les mêmes cigarettes. Il essaie de trouver une explication rationnelle, mais les détails deviennent de plus en plus troublants. Puis la chambre commence à changer. Il y retrouve son propre matelas. Ensuite, il reconnaît ses objets personnels. Finalement, la chambre devient exactement la sienne. Le moment le plus terrifiant arrive lorsqu'il découvre que quelqu'un est en train de dormir dans ce lit. Cette personne semble être lui-même. À partir de là, l'histoire suggère que le narrateur n'est plus seulement un observateur. Il est devenu lié à cette mystérieuse chambre, et lorsqu'il rentre chez lui, sa véritable chambre a changé. Elle ressemble désormais à toutes celles qu'il a trouvées dans les maisons détruites, parfaitement intactes, vides de toute vie, comme si quelqu'un venait juste de partir. L'interprétation la plus plausible est que la chambre représente un lieu étrange qui survit à toutes les destructions. Chaque fois que le narrateur la découvre, il s'en rapproche un peu plus, jusqu'à finir par en faire partie. La conclusion pour moi est que le narrateur est déjà mort. Les maisons détruites qu'il inspecte ne sont pas de vraies maisons, mais une sorte d'entre-deux où se retrouvent les traces de personnes disparues. La chambre intacte est peut-être sa destination finale. Au fil des mois, il s'en approche sans le comprendre, car il appartient déjà à cet endroit. Lorsqu'il découvre son propre corps endormi dans le lit, il voit en réalité sa place dans cet au-delà. En rentrant chez lui, il croit encore être vivant, mais les changements dans sa chambre révèlent qu'il n'est plus vraiment dans le monde des vivants. La raison pour laquelle il veut appeler son ami est simple, une partie de lui sent que quelque chose ne va pas. Mais nous pouvons penser que lorsqu'on son ami répondra, il ne se souviendra probablement pas de lui, parce que le narrateur fait déjà partie des morts. La véritable horreur de l'histoire est qu'il ne découvre pas qu'il va mourir. Il découvre peu à peu qu'il est mort depuis déjà bien longtemps.